téléspectateurs, bienvenue au télévision panafricaine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Dean Mwamba, qui est le fondateur du centre de formation CEPROF. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, qui est l'éducation. Et quand on parle d'éducation, on parle des jeunes. Et quand on parle des jeunes, on parle des centres professionnels. Alors, nous parlons de sujet très important, l'orientation des jeunes en milieu professionnel. Bonjour, Monsieur Suisse Mwamba. Bonjour. Alors, très heureux de vous retrouver ce jour. Merci de m'avoir invité ici ce soir, cet après-midi, pour parler d'un problème extrêmement important pour l'insertion. D'accord. Selon vous, comment définir l'orientation professionnelle? Mais avant de parler de l'orientation professionnelle, il faut d'abord parler de l'éducation dans sa globalité. D'accord. Parce qu'il y a une différence pour nous entre l'instruction et l'éducation. L'éducation, si l'instruction, c'est ce qu'on acquiert au niveau des salles de classe, des instituts par rapport aux idées des autres, la pensée des autres. L'éducation, c'est insérer quelqu'un dans son environnement, dans sa globalité. Maintenant, par rapport à l'orientation, nous avons constaté également qu'ici, chez nous, nous privilégions l'orientation scolaire à l'orientation professionnelle. 90% de la population passe d'abord par l'orientation scolaire, ce qui est vraiment contraire à la réalité. L'orientation professionnelle, c'est le choix de ce qu'on devrait faire dans la vie. Quand on a choisi ce qu'on devrait faire dans la vie, on se pose la question de savoir dans quel établissement on doit aller se former pour maîtriser ce dont on a choisi. En ce moment-là, c'est l'orientation scolaire. L'orientation professionnelle va avancer le choix de ce qu'on a à faire dans la vie. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Quand nous avons déjà compris ça, et les parents, et les enfants, et tout, et même l'État, doit d'abord penser à l'orientation professionnelle de la population. Parce qu'il y a même des connaissances qu'on n'a même pas besoin d'avoir ici chez nous, même en Afrique et au Cameroun même particulièrement. Il y a des connaissances qu'on n'a pas besoin parce que ça ne nous intéresse pas dans notre développement. Alors, Monsieur Dean, vous en tant que promoteur du centre de formation, alors quel est l'objectif de l'insertion professionnelle des jeunes? L'objectif, c'est quoi? C'est permettre à l'enfant de s'insérer après qu'il soit allé dans un établissement. Parce que ce que nous avons constaté généralement, nous, on prend cette information dans les réseaux sociaux, on se met à former. Lesquelles compétences ne sont pas intégrables dans le circuit. Conséquence, on forme des chômeurs. Normalement, notre pays ne devrait pas former des chômeurs compte tenu de sa jeunesse, c'est-à-dire on a l'environnement qui est riche. Mais on ne devrait pas aller prendre des métiers qui sont conçus ailleurs. Nous-mêmes, nous devrons concevoir nos métiers et donner des noms formés pour l'insertion dans notre environnement économique et la sous-région. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand on prend certaines spécialités, quand on les forme, c'est pour aller s'insérer ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres continents. Ces gens-là, et on peut bien travailler chez eux, mais chez nous, on ne peut pas travailler avec ce qu'on a appris à l'école. Et beaucoup des instituts, beaucoup d'écoles, même des universités prennent des spécialités qui ne sont pas potables, qui ne sont pas insérables dans notre environnement économique. Donc je voudrais dire aux jeunes, il faudrait qu'avant de choisir un métier, il faut voir si après la formation, tu vas être inséré. Si tu ne peux pas être inséré, ça ne sert à rien de prendre ça. Ça ne sert à rien. Et maintenant, pour l'orientation professionnelle, il y a 3 étapes. D'abord, on va voir au niveau de l'État. Quels sont les emplois qu'on a déjà retrouvés dans l'environnement? Et deuxièmement, il y a le parent qui doit s'enquérir des métiers potables, les métiers à partir desquels on peut s'insérer facilement. Et l'enfant lui-même, est-ce qu'il a la capacité? Parce que c'est très important. Nous voyons parfois
quand un parent avait échoué d'être peut-être un électricien, il se dit que son enfant est obligé d'être électricien. C'est pas évident. Vraiment, ce n'est pas évident. Parfois, dans le quartier, on voit l'enfant d'un voisin qui est en train de faire un métier, on lui demande, et puis on engage votre propre enfant, sans savoir si cet enfant-là a la même capacité que l'autre. Je crois qu'il faut, à 60%, 70%, il y a la volonté de l'enfant lui-même. Il ne faut pas lui imposer une spécialité. Si l'enfant a des aptitudes, d'accord. Mais les aptitudes, c'est comment? Comment connaître les aptitudes d'un enfant par rapport à un métier? C'est là un autre paire de manches. Parce que l'aptitude d'un enfant, ça se voit dès son jeune âge. Et vous allez voir à peu près comment il se comporte. Deux enfants d'une même famille ne peuvent pas avoir les mêmes capacités. Ça, c'est vrai. Et ce n'est pas parce qu'on a des fortes notes en classe, qu'on est premier en classe, qu'on réussit forcément dans toutes les spécialités. Non plus. Voilà. Moi, je pense que l'orientation professionnelle, ce que je peux dire, c'est que quand l'État a déjà trouvé les métiers, le parent communique avec l'enfant. Troisièmement, l'enfant lui-même doit accepter. Il doit accepter. Quatrièmement, on doit tester s'il a la capacité. Tous les textes, ce qu'on appelle les batteries, pour voir si effectivement cet enfant a la capacité de s'insérer. Alors, selon vous, M. Dimwamba, quels sont les outils de base pour une bonne orientation scolaire? Les outils de base pour une bonne orientation scolaire. Il y a l'observation. Il y a l'observation. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a l'observation. Vous voyez ce que l'enfant aime. Parce que quotidiennement, l'enfant, dès l'âge de 8 ans, même déjà 8 ans, il s'habitue à quelque chose. Deuxièmement, il y a des enquêtes qu'on peut faire dans les entreprises. Vous voyez que pour qu'un enfant puisse choisir un métier, il faut qu'il aime ça. S'il n'aime pas ça, vous lui forcez ça, il ne pourra jamais réussir. Ça, c'est impossible. Deuxièmement, il y a des textes, ce qu'on appelle les batteries, qu'on administre à l'enfant pour voir si sa capacité, sa manière de réfléchir peut obéir facilement à la réussite dans ce métier en question. Et maintenant, il faut que, avant de s'engager, qu'on trouve que l'école dans laquelle l'enfant va être formé n'est pas loin de l'environnement. Parce qu'il y a parfois, l'enfant peut choisir un métier qui se trouve très loin. Si quelqu'un veut faire dans l'agriculture, dans l'agriculture, généralement au Cameroun, on va regarder un peu, pas l'agriculture dans le camp. Avant, il y avait l'Insaï. Voilà, si tu voulais choisir, tu sais que c'est en Gaoundéré et que l'enfant doit choisir. Ça permet aux parents de s'apprêter. Justement. Oui, s'il ne s'apprête pas, tu es déjà sûr que à la fin de la formation, l'enfant ne pouvait pas aller quand il a fini ses prérequis. Parce que le danger que nous avons, c'est de dire qu'on doit apprendre un métier qu'après la terminale. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours vrai. On ne réussit pas parce qu'on a un gros bagage intérieur de l'enseignement général. Non. La volonté de l'enfant est de beaucoup. Parce que les premiers ingénieurs, est-ce qu'ils avaient atteint la terminale? Mais ils ont donné les diplômes aux gens. Je veux donc dire que la volonté de l'enfant, quand tu aimes un métier, tu réussis toujours dans ce métier-là. Et généralement, lorsqu'on doit aller se former dans un établissement, c'est en ce moment-là l'orientation scolaire. C'est-à-dire qu'il faut l'orienter dans une école qui forme dans le métier choisi. Et ça, c'est une autre paire de manches. Parce que tu peux avoir la volonté, mais tu trouves qu'au Cameroun, ce que tu apprends se trouve au Gabon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des spécialités subsidiaires, de manière que tu peux facilement. Si maintenant, il y a une autre paire de manches, au niveau de la formation, si je dois me former, je suis dans une région de forêt. Bon, je choisis être un ingénieur agricole, d'agriculture. Et il n'y a pas d'école d'ingénieur d'agriculture dans ma zone de forêt. Je dois aller me former au Tchad.
vous êtes déjà sûr que quand moi je vais finir là-bas et rentrer m'installer ici, je serai improductif. J'ai justement sur mon diplôme ingénieur d'agriculture, mais ma zone écologique ne me permet pas d'exceller. Parce que ce que j'ai appris là ne peut pas être, ne peut pas réussir ici au niveau de mes études. C'est pour cette raison que on pense également qu'au niveau de la formation, des choix d'établissement, c'est-à-dire orientation scolaire, il faut savoir là où on doit s'installer. Parce que l'écologie est très, très, très nécessaire. Justement. Oui, l'écologie est très nécessaire. Si vous vous formez, même, prenons le cas de l'électricité. Je prends toujours dans le cas de l'industrie, l'électricité. Vous êtes en train d'être formé en électricité. Au niveau de la sécurité, quelqu'un qui se trouve à l'extrême nord, au Cameroun, qui a appris la sécurité dans les installations électriques, lorsqu'il revient dans des zones froides, vous comprenez que parfois s'il a fait l'inverse, s'il a appris, s'il va là-bas, de toutes les façons, vous allez vous rendre compte qu'au nord, il fait chaud. Lorsqu'il fait chaud, il faut accroître la sécurité, parce que le courant tue vite. Maintenant, si j'ai fait mes études dans des régions froides, tempérées, comme en Europe, pour le froid, là-bas, à l'intérieur des maisons, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe plutôt. Ici, on refroidit. Vous comprenez que ce n'est pas le même concept de recherche. Donc, nous pensons que pour mieux réussir dans la formation professionnelle, il faut suffisamment décentraliser. Pour que la formation s'adapte au milieu dans lequel on veut s'installer. Justement. Oui. Alors, Monsieur Dean Mwamba, quelle est vraiment l'importance de l'insertion professionnelle des jeunes du Cameroun? Vraiment, je pense que l'orientation professionnelle, on l'a négligé un temps. Ce n'est qu'en 2005 qu'on a pensé au niveau du Cameroun. Mais la création de ce ministère a été extrêmement salutaire. Moi, je ne vois pas. Si tu es venu sur la terre, c'est pour travailler. Qu'est-ce que tu peux bien faire que tu ne travailles pas? Et le travail, c'est quoi? Le travail, c'est pour développer l'environnement et faire manger, faire grandir sa famille. Mais si tu vas à l'école et que tu ne travailles pas, c'est tout un problème. Ça ne sert à rien d'aller à l'école et ne pas travailler. Effectivement. Donc, l'importance de l'orientation professionnelle, c'est de permettre à la population de travailler. Autrement dit, tout le monde va, après avoir, même quand vous voyez quelqu'un est allé, il a sa licence, il a tout, mais il faut qu'il survive. C'est pour ça qu'on va les retrouver dans la rue, tout le monde en train de faire ce que nous appelons le mototaxi. Le mototaxi, il ne peut faire autrement puisqu'il faut qu'il puisse vivre. Il faut qu'il puisse faire grandir sa famille. Et comment? Également, il faudrait qu'on mette à la portée de la population les métiers porteurs. Les métiers porteurs. On ne doit pas aller à l'école par mimétisme. Nous savons très bien que généralement, quand vous voyez un jeune aujourd'hui, bon, il marche avec un lot de... Quand vous demandez le CV, c'est bien rempli, mais en réalité, il ne fait rien. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je pense que si nous travaillons et que nous sommes en train de monter une population, il faut qu'il y ait l'harmonie entre l'État, les parents et la jeunesse. Justement. Il ne faut pas... aucun maillon ne doit être coupé. De manière que si l'État a un objectif, ça doit être publié. Et même au niveau de l'État, il faut que nous préparons nos batteries. Par exemple, si nous avons des batteries d'orientation, les batteries d'orientation que nous avons viennent de l'extérieur. Rarement nous avons conçu les batteries d'orientation
au niveau national. On est en train de penser à ça à notre niveau, mais on n'a pas encore atteint l'objectif parce qu'il faut travailler avec les psychologues, avec les dessinateurs, pour avoir l'image d'une personne. Quand on va dans une entreprise, on va interviewer les ingénieurs et ceux qui travaillent, et puis il faut sortir un texte qui puisse donner un peu le caractère de celui qui peut être comme ça, le comportement de celui qui peut travailler comme un médecin. Comment est-ce qu'on peut déterminer un enfant qui sera médecin? Comment est-ce qu'on peut déterminer un enfant qui sera génie civil, qui va faire l'architecture? Et ceci ne peut se faire qu'en interrogeant les architectes déjà aguerris et transformer ça en texte pour essayer de trouver parmi les enfants et les orienter directement pour les accompagner dans leurs capacités. Il faut les accompagner, il faut accompagner les enfants dans leurs capacités. On n'a pas besoin de venir lui dire que bon, on lui dit qu'il y a architecture. Toi, tu fais l'architecture. Tu es quelqu'un qui n'imagine pas beaucoup et tu fais l'architecture. Ce n'est pas possible. Alors, Monsieur Dean Wamba, alors quel conseil pouvez-vous donner aux parents qui aimeraient bien édifier leurs enfants sur des sons professionnels? Comment les orienter? Mais comment orienter? Nous savons également que au niveau aux parents, ça serait vraiment dangereux d'envoyer un enfant dans des écoles sans savoir ce qu'il doit faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il y a au niveau du ministère de l'Emploi des cellules d'orientation professionnelle. Ici, au niveau de Douala, on les trouve à Bonanjo, mais également dans certains établissements professionnels, comme les nôtres par exemple, on a des textes qu'on a façonnés. Mais il y a beaucoup d'autres capacités. Mais nous avons vu également au niveau de l'école normale supérieure de Yaoundé, depuis des dizaines d'années, on avait créé les conseillers d'orientation scolaire. Mais la plupart des conseillers d'orientation scolaire ne maîtrisent pas les professions. Ça pose problème. On vous oriente sur les langues étrangères. 4e allemand, 5e allemand, tout ça. En réalité, les Allemands, tu peux finir en terminale et tu rates ton bac pour l'allemand. Et pendant 10 ans dans la rue, tu n'as jamais causé l'allemand avec quelqu'un. C'est une perte de temps pour l'orientation. On est également, à partir de là, on a créé à l'INSET un département d'orientation professionnelle. Il n'y a pas longtemps. Justement. Et là, justement, à l'INSET, ces gens, ils connaissent les métiers. Il manque maintenant là, la fabrication de batteries adaptées à nos métiers. Ce qui fait que quand nous trouvons les batteries, que ce soit au niveau des Yaoundé ici, c'est encore les batteries importées. Comme je disais tantôt, moi qui grandis dans un environnement, j'ai une façon de voir. Les métiers qui sont dans mon environnement ne correspondent pas justement aux batteries fabriquées en Europe. Ça serait vraiment un à peu près. Mais on se dit, il y a au moins, il faut trouver les spécialistes du métier qui travaillent déjà. Et puis vous posez des questions. Si vous avez choisi ça, vous envoyez l'enfant et discutez avec eux. Et puis, vous trouvez là où il s'est formé. Mais il y a aussi des établissements ici avec les métiers. Avec les métiers déjà, au niveau de la plateforme du ministère de l'Emploi, il y a des écoles à l'enseignement supérieur, il y a des universités, des instituts avec des métiers que nous pouvons, à partir desquels nous pouvons vraiment s'insérer. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, dès sa création, avait donné aussi la latitude au centre de formation de créer de nouveaux métiers. C'est-à-dire que si par exemple, vous trouvez un métier qui est potable dans votre région, vous pouvez créer ce métier, monter le programme de formation et le ministère va accorder. Quand le ministère accorde, tu formes et puis on vient tester en évaluation et on leur accorde les CQP.
Alors nous retenons que pour une bonne entente professionnelle, les parents doivent bien éduquer les enfants de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils aiment faire. Alors, merci M. Dean Wamba d'être venu avec nous. Merci, merci. Ce n'est que avec plaisir que je peux venir de temps en temps pour apporter ma contribution à l'insertion. Merci, chers téléspectateurs, et merci à la réalisation. Ça avait été extrait du groupe FACOP qu'on mettra thème à notre émission. Merci. Il y a des histoires qui méritent d'être racontées. Il y a des histoires qui touchent des milliers, des millions, voire des milliards de personnes. Et de telles histoires, parfois, sont nées de manière fortuite, comme celle de Future Africa Coaching Program, qu'on appelle FACOP. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que moi, Lucas Kamdem, du nom de notable sauf au Sameku, au Palais Royal de Baham, dans l'ouest du Cameroun, j'ai une histoire à raconter. Une histoire qui est partie d'une rencontre importante, qui a totalement bouleversé ma vie, qui a changé ma façon de voir le monde, qui m'a poussé à m'engager dans ce que je n'avais pas imaginé avant. Cette histoire-là est liée à deux Kamdem, un qui à l'époque avait 82 ans et un autre qui était dans la cinquantaine. Et le jeune Kamdem est admis dans une des confréries au Palais Royal Baham, admis dans une des réunions, si vous voulez, dans une association, et il rencontre Papa Kamdem Samuel du nom de notable Mwafobo Gong, et c'est le départ d'une histoire incroyable. Histoire incroyable parce que le plus âgé, qui n'avait presque pas été à l'école, va devenir le formateur, l'initiateur, le mentor, le coach et tout ce que vous voulez pour celui qui croyait avoir tout, qui croyait tout savoir sur l'entrepreneuriat. Et la rencontre se fait fin 2013 et nous allons passer 2 années d'accompagnement jusqu'à la mort de Papa Kamdem Samuel en octobre 2015, pendant que j'étais en Chine pour accompagner des jeunes. Il va mourir après une maladie relativement courte. Il avait été malade avant, mais l'histoire mérite d'être racontée. Pourquoi? Parce qu'à la mort de ce papa, je veux me rendre compte qu'il m'a légué un héritage. Un héritage que je ne pouvais pas garder pour moi. Un héritage qu'il fallait, j'allais dire, partager au monde entier. Et très rapidement, dès 2016, avec une amie, on va mettre en place Future Africa Coaching Program, qui entre dans un cadre légal, Future Africa Coaching Company, qui est une entreprise, avec trois piliers, l'aspect purement formation, l'aspect coaching, accompagnement, et l'aspect édition. Alors, j'étais obligé, évidemment, à chaque fois de raconter cette histoire. Et même avant, j'avais commencé à partager sur les réseaux sociaux ce qui était en train de se passer. Mais je vais me rendre véritablement compte du poids que je portais et qu'il fallait partager au monde après la mort de Papa Kamdem en 2015. Donc, dès 2016, je me lance à partager cette expérience. En tout cas, de quoi s'agit-il au fait? C'est une initiation qui ne porte pas uniquement sur l'entrepreneuriat, mais qui porte sur le leadership en général. Papa Kamdem était l'un des hommes les plus riches de l'Ouest Cameroun. Je peux le dire, ses parents, ses enfants, enfin quand je dis ses parents, c'est sa famille, ses amis sont encore là, ils peuvent le témoigner. Il a l'une des plus belles maisons dans lesquelles je suis entré dans ma jeunesse, mais à l'époque, j'accompagnais un de mes oncles et je découvrais la richesse en pleine campagne.
Future Africa Coaching Programme va donc se donner pour objectif d'initier les jeunes africains et non africains sur les réalités de l'entrepreneuriat vu d'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de la culture et des traditions africaines, j'ai réalisé qu'on pouvait s'initier à l'entrepreneuriat et devenir véritablement libre et durablement riche, heureux et fier de l'être. Cette réalité-là a coïncidé avec un autre engagement que je prenais déjà sans m'en rendre compte, c'est-à-dire de contribuer à une révolution entrepreneuriale en Afrique. Il s'agit d'une révolution entrepreneuriale qui n'est pas forcément encore perceptible par beaucoup de gens. Mais les secousses sont là, la révolution est en marche et l'Afrique est en train de se transformer à une allure que beaucoup ne soupçonnent pas, malgré les guerres, malgré tout ce que vous imaginez. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je ne vais pas en parler outre mesure là maintenant, parce qu'on va revenir dessus pour vous dire les mots de l'Afrique qui ont contribué à me pousser vers cette participation à la révolution dont il est question. Et quand je parle des semences d'une révolution entrepreneuriale en Afrique, beaucoup de gens ne s'imaginent pas que ça va très loin. Alors, je ne vais pas détailler les objectifs. Ici, vous avez tout un document sur la plateforme qui vous détaille, dès que vous serez inscrit, qui vous détaille les objectifs que nous visons. Mais nous ne voulons pas atteindre moins que 2 millions d'Africains en 3 ans, pendant les 3 premières années. Donc, de 2024 à 2027, nous voulons toucher au moins 2 millions d'Africains qui entendent cet appel à contribuer à une révolution entrepreneuriale en Afrique, en devenant eux-mêmes des entrepreneurs ou en incitant leurs proches, en encourageant les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y aura globalement 4 niveaux dans la formation. Le premier niveau que nous avons appelé FACOP A0 est gratuit. C'est ma contribution personnelle à cette révolution pour inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, pour promouvoir l'entrepreneuriat. FACOP A0 va donc comporter des éléments qui vous aideront à comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat, pourquoi vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi vous devez vous former pour devenir entrepreneur. Je crois qu'à partir de là, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, je suis obligé de dire un mot sur moi-même. Je suis administrateur civil hors échelle aujourd'hui retraité. Donc, j'ai été fonctionnaire au Cameroun, sorti de l'École nationale d'administration du Cameroun. Mais à 48 ans, j'ai décidé de tout arrêter. Aujourd'hui, j'en ai 65. Aujourd'hui, en 2024, j'en aurai 65. Et je me suis aperçu par je ne vais pas vraiment dire hasard, puisque je suis né dans une famille de commerçants, donc j'étais déjà un peu dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai eu l'occasion, de par mon travail, de rencontrer des grandes personnalités. Pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, les personnes comme Papa Kaji, Fosso, Soeng, Foning, on pourrait en citer d'autres, qui m'ont transmis un petit virus en me montrant qu'on pouvait vivre heureux en Afrique. Alors, je reviens sur les différents niveaux. Ce premier niveau-là, ce sera pour vous montrer que on peut créer une entreprise durablement prospère, quel que soit ce qu'on est, ou quel que soit là où on se trouve. Qu'on soit en Afrique, qu'on soit hors d'Afrique, que ce soit des Africains ou des non-Africains, nous nous adressons à tous ceux qui aiment suffisamment l'Afrique pour vouloir la remettre debout. Libre, politiquement, économiquement, spirituellement. Donc, tout le premier niveau, FACOP A0, sera consacré à vous expliquer un certain nombre de choses qu'on n'enseigne pas forcément à l'école. Pour que vous arriviez à sortir de la boîte, à sortir de la caverne. Nous parlerons de la caverne, enfin du mythe ou l'allégorie de la caverne de Platon, parce que c'est un élément extrêmement important pour que vous arriviez à comprendre. Il y aura d'ailleurs 1 ou 2 vidéos que j'ai trouvées très intéressantes qui vous expliqueront, les 3 ou 4, peut-être même un peu plus, qui vous expliqueront ce que signifie être esclave dans une caverne. Et
95 à 99% de la population sont des personnes, excusez-moi le terme, qui sont esclaves comme dans une caverne et ignorent beaucoup de réalités. Après que vous ayez compris que vous avez intérêt à vous intéresser, la tautologie, ça vaut la peine, à regarder un peu ce que c'est que l'entrepreneuriat. Si vous décidez de créer un jour une entreprise, alors vous contribuez financièrement de façon modique, une histoire de 15 euros, 10 000 francs CFA, ou je sais pas, l'équivalent en dirhams et autres. Vous contribuerez modestement à ce grand projet et vous accéderez à FACOP A1, où on va vous dire, OK, j'ai décidé de créer mon entreprise, je fais comment? J'ai compris le message et je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat, je fais comment? Là, nous allons détailler ce que j'ai appelé paradigme du vrai homme, mais en même temps, ce qui est collé comme planification pour sortir de la boîte, pour sortir de la misère, pour sortir de la caverne, qui est la pyramide PVH de Camden, copiée, entre guillemets, sur la pyramide de Djoser en Égypte. Une pyramide à 6 étages. On détaillera, on présentera cette pyramide-là de manière claire et on abordera un certain nombre de sujets pour que vous compreniez parfaitement comment on fait pour créer une entreprise, comment on planifie la création d'une entreprise, comment on construit un business plan, un plan d'affaires pour créer son entreprise, comment on conçoit son modèle économique qu'on appelle business model. Comment ça se passe concrètement? Comment on choisit ses associés? Comment on choisit les personnes avec qui on veut se lancer dans cette aventure-là? Et là, peut-être même avant, à FACOP A0, vous m'entendez déjà parler de l'entrepreneuriat comme un marathon dans la jungle. Ou encore comme une guerre. Donc tout ça, ça va contribuer à vous alimenter pour que vous prépariez à la création de votre entreprise. Quand vous avez créé votre entreprise, vous passez à ce que j'appelle FACOP A2. Dans FACOP A2, on va vous apprendre comment on gère une entreprise concrètement. Étant entendu que par le passé, on vous aura déjà dit comment on planifie et tout, mais comment on gère une entreprise au quotidien. Comment ça se passe? C'est là où on aura un gros travail de votre part, parce que nous avons prévu que dès le départ, donc dès FACOP A1, que vous soyez comme un petit entrepreneur, quel que soit votre niveau. Parce que nous avons mis en place ce que nous avons appelé initiative MLM FACOP, donc Multi-Level Marketing, le marketing de réseau version FACOP, où avec votre inscription, vous avez déjà le droit de créer comme une entreprise pour vendre à vos camarades, pour vendre à vos amis, pour vendre aux membres de votre famille la formation FACOP. Je le dis publiquement pour que les uns et les autres sachent comment ça va fonctionner. Ça va être en même temps learning by doing. Donc vous allez apprendre en exerçant au fur et à mesure. Et pour moi, c'est extrêmement important aussi. À partir de là aussi, vous vous rendrez compte que vous aurez des gens à accompagner d'une façon ou d'une autre. En accompagnant d'autres personnes, vous serez obligé, comme moi, j'ai beaucoup appris depuis que j'ai lancé Future Africa Coaching Programme. J'ai beaucoup appris parce que les questions qui me sont posées me poussent à fouiller, à me former, à apprendre de nouvelles choses. Donc, toute la communauté sera déjà formée et ceux qui seront, par exemple, au FACOP A1, pourront, au moment où ils sont en train de créer leur entreprise, comprendront ce qui se passe. Et encore plus à FACOP A2, ils ont des difficultés, ils ont toute une communauté de peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, parce que je sais pas exactement ce qui va se passer, mais je rêve déjà, je visualise déjà ce qui va se passer. On aura peut-être 100 000, 200 000 personnes capables de vous répondre par rapport à toutes les interrogations que vous pourriez avoir, soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, soit dans le domaine du leadership.
C'est des moments, pour moi, qui vont être exaltants pour chaque personne qui va s'initier à ce processus-là. FACOP A2, comment on gère, comment on développe, comment ça se passe sur le terrain, ok. FACOP A3, c'est réservé à une classe d'élite. Je vais appeler ça comme ça. Et je n'en parle pas outre mesure là maintenant, parce que on y accédera par examen, par un concours, je ne sais pas comment il faut appeler ça, il faudra prouver que sur le terrain, on a compris comment ça marche, on est en train de créer des richesses, on voit loin, et à ce moment-là, on peut dire, ceux qui sont prêts, au large, allons au large, allons conquérir le monde, allons développer le monde, allons montrer le vrai visage de l'Afrique tel qu'il aurait dû être. Et c'est des personnes qui seront sélectionnées sur la base de leur réussite sur le terrain, sur la base de leur connaissance, de leur intelligence émotionnelle, de leur intelligence spirituelle, de leur capacité à créer des richesses, à entourer d'autres personnes, à être de vrais leaders. Donc, nous développerons largement toutes ces notions de leadership et de manager, de bons managers. C'est pour ça que nous parlons de leader-manager. Nous développerons tout cela pour que vous soyez prêts à conquérir le monde. Alors, il y a des modalités, évidemment, c'est pas compliqué. Tout se passera de manière très simple. Dès lors que vous avez l'information, vous avez l'information forcément, soit via une personne qui a déjà suivi la formation FACOP en présentiel, soit qui a participé à la préparation du lancement de ce programme et qui va être parmi les personnes qui vous ont contacté et qui seront dans vos parrains. Donc, chacun aura un parrain. Si c'est sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a posté. Si c'est le FACOP directement, à ce moment-là, évidemment, peut-être que vous serez le premier à être parrain des autres. On verra la formule, on vous expliquera la formule sur l'ensemble de la plateforme. L'objectif étant de vous initier à l'entrepreneuriat et au leadership pour que vous soyez, vous aussi, j'ai envie de dire comme moi, bon, on dit chez nous qu'on ne peut pas porter le chapeau et montrer le doigt que regardez comment mon chapeau est joli, mais j'aurai largement l'occasion de vous expliquer comment est-ce que le jeune fonctionnaire que j'ai été, est passé à l'entrepreneuriat et aujourd'hui à la tête d'un groupe d'entreprises qui fête ses 25 ans en cette année 2024. Et si je prends les 8 années consacrées à la préparation de ces formations, à la préparation de cette initiation à l'entrepreneuriat, vous allez comprendre que je peux me permettre de dire que j'ai le droit d'en parler avec autorité. Et nous mettons la barre à un niveau que nous ne soupçonnons pas. Il n'est pas question qu'un Africain ou un non-Africain qui choisit de se former à travers le FACOP se retrouve seul, se retrouve non accompagné, se retrouve incapable d'être parmi les entreprises qui durent des siècles. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant. Notez simplement que nous sommes nombreux à avoir accepté de vous consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour que nous arrivions à remettre l'Afrique debout. Voilà, je vous remercie.